d'informations à ce moment-là. L'être humain, au niveau du subconscient, au niveau de notre intelligence, on sert à peu près 20 de nos capacités mentales. L'hypnose judiciaire va amener cette personne-là peut-être à aller chercher un 5, 7, 10 de plus de sa capacité. Donc, on a des chances qu'aller chercher 5, 7, 10 plus d'informations. C'est vraiment les caractéristiques de l'agresseur qu'on voulait aller chercher. Parce qu'il faut toujours rester avec l'idée que l'agresseur qu'on recherche est quelqu'un de complètement inconnu pour le service de police. La séance d'hypnose s'annonce difficile. La victime reste sur ses gardes. Elle est sceptique quant à l'hypnose. Ses craintes sont amplifiées lorsqu'elle se retrouve en face de l'hypno-enquêteur. On est en choc post-traumatique. On nous demande de nous isoler avec des individus dans une pièce, puis d'en leur parler. Mais moi, m'isoler avec un individu, là, à peine quelques jours après l'agression, tout devient un potentiel où je peux être agressée parce que dans ma tête, maintenant, c'est possible. J'ai plus cette naïveté-là où ça peut pas m'arriver. Je le sais que ça peut m'arriver. Donc, cette certitude-là nous fait en sorte que... Qu'est-ce qu'il va faire quand je vais être hypnotisée? Le premier grand mythe de l'hypnose judiciaire ou de l'hypnose comme telle, c'est que, surtout vis-à-vis les femmes, c'est que les femmes pensent qu'on peut faire n'importe quoi avec eux quand ils sont en état d'hypnose, qui est totalement faux. Il m'a rassurée aussi quand il m'a dit « De toute façon, je ne pourrais pas te faire quelque chose que tu ne veux pas faire. Et tu vas te souvenir de tout ce que tu auras dit. » Moi, il a fallu qu'il me parle une grosse heure avant de me convaincre de me laisser hypnotiser. Et ça a été une expérience extrêmement éprouvante aussi. On essaie de leur expliquer que l'état d'hypnose, c'est un état conscient dans l'inconscient. On est toujours conscient de ce qu'on fait, mais on est dans une phase qui nous permet d'aller chercher plus d'informations. On va leur expliquer aussi qu'est-ce qui peut arriver, parce que c'est sûr on fait revivre la situation. Donc, les les victimes peuvent souvent tomber dans la... Ils se retrouvent là, encore une fois, et deviennent hyper émotionnels. Progressivement, Alain Lépine ramène la victime dans la soirée du 25 juin 2002, quelques secondes avant l'agression. Il me ramène à la journée. Pouvez-vous me raconter ce qui s'est passé le soir du 25 juin 2002? Puis, spontanément, les larmes se sont mises à couler. J'ai même pas... J'ai même été surprise que ça réanime tout ça, mais c'était encore tout fragile. C'était encore tout récent. Lorsqu'elle est sortie, elle était chez elle. Elle est sortie pour aller promener son chien. Et là, à ce moment-là, là, ça commence tranquillement. Là, elle voit l'individu qui sort entre deux haies, là, dans une boîte téléphonique, qui sort avec un couteau. Et là, à ce moment-là, bang! Là, l'événement qui est important pour moi, c'est là, parce que là, elle voit le sujet. Et là, à ce moment-là, on a une possibilité de geler l'image. Puis on demande une description à ce moment-là de ce qu'elle voit. Elle a été chercher des petits détails qui étaient importants. Là, elle nous a donné le portrait qu'on voulait, et là, on continue. Et dans ce cas ici, là, c'est sûr que lui, il saute dessus, et là, l'agression commence. Et là, elle est devenue hyper émotive à ce moment-là. Dès qu'on a fait référence à l'agression, je me suis mis à pleurer. J'ai commencé assez rapidement dans mon témoignage sous hypnose à hyperventiler. Donc, il a fallu qu'il interrompe la séance plus rapidement. On l'a ramené sur la scène, elle revit la scène à 100 %. Et là, elle sent qu'est-ce qui se passe. Les toucher, tout revient, là, elle est sur la scène. Fait qu'à ce moment-là, on comprendra que le traumatisme peut revenir. C'est à ce moment-là qu'on arrête tranquillement, on la ramène à l'état conscient. Alain Lépine met un terme à la séance d'hypnose. La jeune femme en ressort complètement chamboulée. En fait, ça a été extrêmement éprouvant. Je suis sortie de là quasiment dans le même état de choc qu'après l'agression, pratiquement. Non seulement la jeune victime est bouleversée par la séance d'hypnose, mais elle n'est toujours pas convaincue des résultats obtenus. J'ai pas trouvé, moi, que ça m'avait donné plus d'informations. J'y allais aussi dans l'espoir de trouver plus d'informations, de trouver quelque chose que j'aurais pas vu, que mon esprit aurait volontairement éradiqué pour me protéger. Je sais pas, je pensais aussi que ça allait servir. Donc, je suis allée avec cette intention-là, dans l'espoir de trouver d'autres informations. Mais
Moi, j'ai été personnellement déçue. La sergent détective Debon et l'hypno-enquêteur Alain Lépine sont satisfaits des résultats obtenus. La victime arrive à fournir des détails sur l'apparence de son agresseur. Dans ce cas-là, c'était vraiment mon mandat d'aller chercher une description de l'individu parce qu'on n'a pas de description. Moi, j'ai l'impression que c'est resté assez fidèle à la première description que j'en ai faite, mais évidemment, c'est difficile de décrire un visage à quelqu'un. Moi, je crois qu'au fil du temps, OK, c'était clair dans sa mémoire que c'était cet individu-là. Et c'est resté en sa mémoire, puis qu'aujourd'hui, elle pense qu'elle en savait plus que qu'est-ce qu'elle en savait avant. 48 heures après la séance d'hypnose, les policiers convoquent la victime à un rendez-vous avec un portraitiste.